Les pays africains saluent la coopération avec Moscou malgré les tentatives de certains leaders européens de les faire changer d'avis. C'est ce qu'a déclaré vendredi Dmitry Polyanski, premier adjoint du représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, lors d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU. Les gouvernements d'Afrique apprécient les liaisons avec la Russie qui ont un passé historique, a-t-il noté. Pour rappel, le président français Emmanuel Macron, lors de ses déplacements en Afrique cette semaine, a affirmé que l'agenda africain de Moscou n'était pas pour le bien-être de l'Afrique et des Africains, mais se nourrissait des déstabilisations et cherchait à fracturer le monde. La journée du vendredi 22 juillet dernier fut un tournant dans la relance économique du Mali avec la ministre Madina Sissoko, à Conakry. Désormais, le groupe Al-Bayrak sera un allié de taille qui fait du port de Conakry un hub indiqué par rapport aux offres ivoiriennes et sénégalaises. La ministre des Transports a fait le tour de Conakry où elle a eu des échanges avec le gouvernement guinéen et le PDG Ahmed Al-Bayrak du groupe portant le même nom. Déjà, Madame Dembélé Madina Sissoko était au port où elle a visité l'espace dédié au Mali. Elle découvrira qu'il y a de nouvelles grues pour renforcer la capacité des lieux utiles en matière de déchargement afin de booster les capacités du port de Conakry comme voulu par Al-Bayrak qui prévoit des extensions au fil des mois. Nous avons fait le tour, suivi l'état des aménagements et je découvre que le site dédié au Mali que nous visitons actuellement s'appelle Kidal. Ce qui m'a beaucoup marqué, et prouve bien qu'on pourra toujours compter sur la Guinée, a déclaré la ministre Madina. Après cette étape, la délégation était au département de l'administration territoriale où le PDG d'Al-Bayrak précisément Emer Ahmed Al-Barak a été reçu par le ministre Mori Condé. Le maître des lieux a salué le taux de production portuaire qui est passé de moins de 1000 t à plus de 2500 tonnes par jour. Aussi le ministre Mori Condé rappellera le travail fait par Al-Bayrak en matière assainissement qui a promis un travail de qualité dans la circonscription de Conakry. Juste après, la délégation ira au ministère des Transports chez Emer Yahya Sow qui est très content de la cadence du chargement et déchargement des navires. Idem pour la productivité des travailleurs grâce aux équipements de pointe et renforcement des capacités. Il fera savoir que le port s'est assez renforcé et son département a des ambitions avec la coopération turque. Enfin, la tournée prendra fin au siège de Alport, entité du groupe Al-Bayrak qui gère le port. Sur place, le PDG Ahmed s'est exprimé en faisant le débriefing des audiences avec les autorités en ces termes. La rencontre avec Mori Condé portait sur la nouvelle stratégie d'assainissement alors que le ministère des Transports a fait cas de l'achat de 300 nouveaux bus. Néanmoins, le PDG du groupe qui aura beaucoup fait pour le Mali durant les sanctions injustes de la CEDEAO fera cette confidence. Al-Bayrak compte désormais aller dans l'agriculture où la riziculture prend déjà forme dans la région de Bofa pour l'autosuffisance de la Guinée. Un secteur dans lequel la Guinée fera face à ses besoins agricoles mais peut éventuellement être au profit du Mali dans la mesure où le département de l'agriculture est en lien avec le groupe turc pour évacuer les denrées à destination de l'extérieur. Jean-Pierre Lacroix a déclaré que ces 3 jours de visite dans notre pays ont été extrêmement utiles et productifs. Il a dit avoir fait le point du travail commun que mènent le Mali et les Nations Unies pour soutenir le retour de la souveraineté de l'État malien. Car, c'est le but fondamental de l'action de la MINUSMA sur la base de la nouvelle dynamique qui s'est installée avec les efforts qui sont en cours pour mettre en ordre la transition, le travail sur la Constitution, la loi électorale, les réformes de gouvernance, la levée des sanctions, a-t-il précisé. Selon Jean-Pierre Lacroix, les discussions ont surtout porté sur la meilleure manière de construire sur ces nouvelles dynamiques afin de redéfinir les objectifs communs. Il s'agit de faire en sorte que notre pays et l'ONU soient en phase avec les priorités qui visent le retour de l'autorité l'État partout sur le territoire. Et faire en sorte que nous puissions aussi faire des propositions, en pleine coopération, sur les priorités de l'action de la MINUSMA, a-t-il ajouté. Et le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix de rappeler que le Conseil de sécurité a récemment renouvelé le mandat de la MINUSMA au Mali avec comme option de procéder à une reprise stratégique de la mission. Pour lui, c'est ce type de travail qui est en cours en étroite collaboration avec les autorités maliennes pour que les deux parties puissent mieux répondre aux défis de sécurité, de la transition, de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. En fait, tout se résume au retour de la paix, de la stabilité, de l'autorité de l'État partout sur le territoire malien, a-t-il souligné. Jean-Pierre Lacroix a indiqué aussi avoir évoqué avec le président Goïta la question de rotation des contingents des pays contributeurs de la MINUSMA. Lesquelles rotations, selon lui, sont indispensables au fonctionnement de la mission onusienne. Il a révélé que le président de la transition a renouvelé les assurances qu'il y aura très vite des consultations opérationnelles avec les autorités maliennes pour permettre que ces rotations reprennent. Il y a un certain nombre de procédures que nous devons revoir de notre côté de manière à ce que toutes ces rotations se passent dans la pleine transparence. C'est normal,
a conclu le haut responsable onusien. Nous avons fait le point du travail commun que mènent les Nations Unies et le Mali pour soutenir le retour de la pleine souveraineté de l'État. C'est le but fondamental de l'action de la MINUSMA, a indiqué M. Lacroix à sa sortie d'audience. Un accompagnement qui se fait sur la base des efforts en cours dans le cadre de la refondation de l'État, notamment le travail sur la Constitution, la loi électorale, les réformes de gouvernance, a précisé le sous-secrétaire général des Nations Unies. Quant aux échanges sur les questions sécuritaires, le chef des opérations de maintien de paix a indiqué avoir discuté de la meilleure manière de construire et redéfinir les objectifs communs, en vue d'être en phase avec les priorités de la transition, notamment le retour de l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans son intervention, M. Jean-Pierre Lacroix a touché à la question de la rotation des troupes. Selon ses précisions, ces rotations sont indispensables au bon fonctionnement de la MINUSMA. Il reconnaît que certaines procédures doivent être révisées de leur côté afin que ces rotations se fassent dans la transparence et la fluidité. M. Lacroix a rassuré qu'en renouvelant le mandat de la MINUSMA, le Conseil de sécurité a demandé que l'on procède à une revue stratégique de la mission, afin de mieux répondre aux défis liés à la sécurité, à la transition ainsi qu'à la mise en œuvre de l'accord pour la paix. M. Lacroix a profité de cette occasion pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires des violences qui affectent le Mali. Cet appel a déjà été publié, il y a presque un an, dans nos colonnes, le national numéro 437 du mercredi, 29 septembre 2021. Depuis, notre pays n'a cessé d'être la cible des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Les assauts répétés de la conspiration ont continué à semer la mort, des militaires et des civils nombreux sont les victimes, mais aussi le bétail et les infrastructures sont régulièrement atteints. Mais il est clair que toutes les équipées sanglantes visent essentiellement à créer la panique et la psychose chez nos populations afin de créer des troubles sociaux dans le but de renverser les autorités de la transition, mais surtout d'éliminer le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et ses compagnons, voire toute la vaillante hiérarchie militaire. L'attaque du camp Soundiata Keïta le vendredi, 22 juillet 2022, après celle des garnisons de Bafo, Niono, Sévaré, etc., nous inspire de publier à nouveau cet appel à protéger notre président. Chers compatriotes, cet appel vous est adressé. L'heure est grave, très grave. L'ennemi, au dedans comme au dehors, a découvert son front. Au dedans, l'ennemi, ce sont tous ceux-là qui, à des degrés criminels divers, ont méthodiquement sapé les fondements de notre pays pendant 30 ans et qui souhaitent encore opérer un hold-up sur notre destin en voulant pousser la République meurtrie à organiser des élections précipitées dont ils sortiront illégitimement vainqueurs. Pour sans doute continuer à servir les intérêts de leurs commanditaires extérieurs. Au dehors, l'ennemi, c'est la France qui arrive, malheureusement, à entraîner avec elle l'Allemagne, la Lettonie et autres pays européens. Après avoir créé les conditions de la partition du Mali, après avoir adoubé pour ses seuls intérêts économiques et financiers les prédateurs nationaux du Mali, la France ne recule pourtant pas devant aucun chaos. Chers compatriotes, j'ai l'intime conviction que mes propos seront reçus par des oreilles bien curées et par des âmes viscéralement attachées à la patrie Mali. Il n'y a nul doute que chacun de nous a aujourd'hui grandement conscience des dangers qui ne cessent de compromettre, depuis au moins 10 ans, le destin de notre pays. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, moment où il faut choisir d'être ou ne plus être. L'affaire Wagner est venue lever tous les voiles. En filigrane, nous aurons compris que, quitte à attenter à la vie du président de la transition et à abattre nos institutions, la France sera sans état d'âme. Or, vous le savez, mes chers concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, à de tels moments, le ciel en sa magnanimité envoie d'ordinaire un sauveur aux opprimés et à ceux qu'on veut déshumaniser jusqu'à leur faire perdre leur être. C'est certainement aujourd'hui le cas de notre cher Mali, qui est la cible permanente de convoitises et de complots fomentés de l'extérieur visant à lui arracher partie de son territoire que l'on sait bondé de richesses de toutes sortes dans son sous-sol. Le colonel Assimi Goïta et ses compagnons sont intervenus au bon moment, le 18 août 2020, pour mettre hors d'état de continuer à nuire à la patrie un régime qui avait accepté toutes les compromissions avec l'ennemi impérialiste, lequel ne nous veut aucun bonheur, lequel ne cherche qu'à faire main basse sur nos multiples potentialités de développement. À la suite du nettoyage salutaire du 18 août 2020, le pouvoir transitoire mis en place par l'imposition perfide d'une certaine communauté internationale actionnée par la France d'Emmanuel Macron, n'a pas cru devoir se démarquer des traîtrises de l'ennemi au visage hideux pourtant bien visible par tous. Ce pouvoir transitoire, adoubé par la France, a failli réussir à liquider les braves officiers qui ont stoppé le courant des dérives apatrides du régime qui, durant cette éprouvante année, a préparé le terrain de la partition de notre pays, non sans détruire notre vaillante armée nationale, notre économie, notre école, notre système de santé et tout notre tissu social. Encore une fois, le colonel Goïta et ses compagnons d'armes,
portés par la baraka nourrie des pleurs et sanglots de détresse de nos concitoyens, ont réussi à rectifier la trajectoire perfide imprimée à la marche de notre pays par des félons haut placés. Cet épisode, vous vous en souvenez, chers compatriotes, a contraint le président français, Emmanuel Macron, à jeter le masque. Il est sorti de derrière les murs pour annoncer l'enfer pour notre pays au prétexte fallacieux qu'il est en train d'aller vers le djihadisme radical. À partir de quels faits, anciens ou nouveaux, peut-on soupçonner les colonels Assimi Goïta, Sadio Kamara, Ismaïl Ouagué et Modibo Koné, ou encore le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, d'être des soutiens des djihadistes et autres terroristes de tout poil? La panique du numéro 1 français était tout simplement révélatrice d'une colère qu'il ne pouvait contre ceux qui ont mis hors prérogative le traître duo et leur suppôt placé à la tête du Mali. Dans l'affaire, un agent français qu'il ne faut pas minimiser, l'ambassadeur Nicolas Normand, qui a servi au Mali, a édicté la sentence criminelle. L'unique solution face à la situation, a-t-il dit, c'est de faire partir Assimi. Dans le langage de ces gens, faire partir signifie tout simplement liquider, ne nous leurrons pas sur leur jargon. Emmanuel Macron a multiplié des initiatives, toutes étourdies les unes que les autres, preuve que la couleuvre est un serpent hyper venimeux qu'il n'est pas prêt d'avaler. Il décrète la fin de l'opération Barkhane au Mali qui, selon lui, continuera pourtant sa mission en déplaçant sa base arrière et son QG au Niger. Cela sera effectif à la date de février 2022, ce qui aurait été lourd de sens au regard du calendrier originel de la transition malienne. Et voilà le soupçon Wagner qui projette Florence Parly, la ministre des Armées françaises de l'époque, sur les bords du Djoliba, pour affirmer de go que la France ne partira pas du Mali. Peuple du Mali. Vaillants compatriotes. Le président Assimi Goïta est venu en sauveur et les sauveurs des pays comme les nôtres sont les cibles des impérialistes. Ils chercheront par tous les moyens à le neutraliser, jargon de leurs pratiques criminelles. Oui, Assimi Goïta est dans leur ligne de mire. Aucun chef africain, depuis le président guinéen Ahmed Sékou Touré en 1958 face au général Charles de Gaulle, n'a jamais autant défié la France que le président de notre transition. Pour son cas, au contraire du président Ahmed Sékou Touré, Assimi Goïta est un officier qui a suivi avec brio les meilleures formations, un stratagème de haut vol. En plus de ce crime de lèse-majesté, il veut recouvrer l'intégrité de notre territoire national, la terre de son pays, rien d'autre. Un autre crime porté contre lui est le total soutien de l'ensemble des panafricanistes montés en première ligne pour donner plus de visibilité à son combat de patriote. Nul doute que le président Assimi Goïta est conscient de tout cela. Mais c'est à nous qu'il appartient, à nous les Maliens, de nous constituer en une hermétique ceinture de sécurité autour de lui. Par notre engagement citoyen et patriote, par nos prières et par nos invocations. Dieu nous voit et il nous entendra. Déjà, l'horreur, grâce à Allah, a été empêchée le 20 juillet dernier, jour de Tabaski à l'occasion de la prière dans l'enceinte de la grande mosquée de Bamako. Le même jour, un complot visant à assassiner le président malgache a été déjoué, 2 anciens militaires français ont été mis en cause. 2 semaines avant, le président Jovenel Moïse de Haïti a été cruellement assassiné dans son palais par un commando militaire d'une 20aine d'hommes. Sa garde rapprochée, pourtant composée d'une 40aine d'hommes issus des unités d'élite est restée fichée comme une statuette. Le président Jovenel Moïse voulait l'indépendance réelle de son pays, l'exploitation des ressources nationales au profit de ses concitoyens. Pour cela, il avait commencé à nouer des relations solides avec les pays révolutionnaires, généralement de gauche, dans la zone. Peuple du Mali. Mes compatriotes. Je prie chacun et chacune d'entendre mon appel. Ne laissons pas notre président à la merci de l'impérialisme. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.